On a un vrai sujet. Là, on a un vrai sujet, les mecs. Je suis désolé, les gars, ce pays. On a un vrai sujet, les mecs. Je suis désolé, je suis désolé. Mesdames. On n'a pas tout à fait la même vision. Nous sommes les partisans de l'école publique gratuite. Mesdames. Ah oui, très bien. Oui, oui. Bah, ça se voit quand vous défendez Mesdames, les une écoles seconde, pour s'il les vous frères plaît. musulmans, ça On me- va voir ça m'interpelle apparaître quand même. vos temps de frères parole. musulmans. Marion Maréchal, Mathilde Panot, dans quelques instants. Voilà, à une vingtaine de secondes près, vous êtes au même niveau. Et justement, dans la vie quotidienne des Français, il y a cette question de l'école. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a fait plusieurs annonces importantes depuis la rentrée. L'interdiction des abayas à l'école, le choc des savoirs, avec notamment des groupes de niveau au collège. Le dernier mot donné aux professeurs sur... Oh, les gars, il a annoncé quelque chose, Gabriel Attal. Hein. Il a annoncé quelque chose. Après, peut-être que c'est bénéfique, les mecs. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Il va mettre en place des groupes d'études, genre des élèves qui sont vraiment en difficulté, mais de 8h à 18h, les mecs. De 8h à 18h. Moi, personnellement, mon fils, il est pas là jusqu'à 18h. Moi, je suis au travail ou ma femme sera au travail. Moi, je suis content. Moi, je suis peut-être content. Après, c'est vrai que ça fait un peu l'usine quand même. Hein. Ça fait peut-être un peu trop coréen du Sud, chinois. Parce que c'est vrai que dans les pays asiatiques, ils sont... ils rentrent tard, les enfants. Ils rentrent tard, hein. Y a pas de pause. Je crois que c'est Je crois que c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi. Je crois. Ouais, c'est le principe, exactement, ça fait un peu principe des garderies, tu vois. C'est un peu principe des garderies. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais en difficulté scolaire aussi. Mais c'était pas... Putain, comment vous dire ça? Comment on appelle ça? En gros, je terminais l'école à 16h30, quand j'étais en primaire. Mais comme j'avais des difficultés à l'école, j'allais à l'église. Voilà, je crois que ça s'appelle le secours catholique, un truc comme ça. Je crois que ça s'appelle comme ça, les mecs. Je crois que ça s'appelle comme ça. Genre, j'allais à l'église avec des bénévoles. Ouais, le catéchisme, voilà. Mais le catéchisme, c'est autre chose, les mecs. Moi, je parle de vrai bail. C'était quand même dans l'église où je faisais aussi le catéchisme. Mais il y avait aussi autre chose où les élèves en difficulté, ils apprenaient à... plus qu'à l'école, quoi. Voilà. Et non, je me suis pas assis sur le genou de prêtre, je vais te baiser. Je me suis pas assis sur le genou du prêtre. Laisse-moi tranquille. Ouais, c'est l'aide aux devoirs. Ouais, on peut appeler ça l'aide aux devoirs, quoi. L'aide aux devoirs. L'aide aux devoirs. Ouais. On peut appeler ça comme ça. Voilà. Ouais, j'étais un élève en difficulté. Après, les gars, j'avais des difficultés. Eh, calmez-vous. J'avais des difficultés de CM1, CM2. Et après, j'étais un crack à l'école. Vous êtes fous, quoi. Ça a duré 2 ans, les mecs. Pas plus, hein. 2 ans max. 2 ans max. 2 ans max. Attention, hein, capitale de l'Italie, Rome. Capitale du Brésil, Brasilia. Capitale de l'Argentine, Rio de Janeiro. Non, je rigole. Buenos Aires. Buenos Aires. La question du redoublement, également à venir l'expérimentation sur l'uniforme. On va prendre ces points-là les uns après les autres, mais d'abord par rapport à la politique qui est menée sur cette question éducative. Mathilde Panot, on imagine que vous n'êtes pas satisfaite. Je crois qu'Alexis Corbière disait dans les colonnes de la Tribune du Dimanche que l'atalisme était une forme de nostalgie ou de référence à une école qui, au fond, n'a jamais existé. Oui, tout à fait. Je crois que les élèves... Ce mytho, il était en sec pas. Alors toi, je vais t'attraper ta veste. Tu sais ce qu'on va faire? Tu vois, en plus, first message, hein. Il arrive sur mon stream pour la première fois. Ce mytho, il était en... Oh, comment il l'écrit? Oh. Ça va pas la tête, hein. Ça va pas, hein. Palek XD. Eh ben, yo. Eh ben putain. Waouh. C'est quoi ce CSC de malade, wesh? C'est quoi ce CSC? Moi, je vais rien faire. Et là, il est pas méchant, les mecs. Il est pas méchant. de notre pays n'ont pas besoin d'uniformes, ils ont besoin qu'on les forme, et notamment d'avoir plus de professeurs, plus d'aide à l'éducation, puisque un enfant en situation de handicap sur 4 est déscolarisé dans notre pays du fait du manque d'AESH, pour qu'il y ait des professeurs remplaçants, alors que des millions d'élèves manquent des heures de cours parce qu'il n'y a pas de professeurs remplaçants, qu'il y ait la gratuité réelle de l'école, notamment la gratuité des cantines, la gratuité des fournitures scolaires, plus d'infirmiers, plus de psychologues. Voilà ce que nous demandons pour l'éducation, à l'inverse de l'austérité qui est proposée par Madame Maréchal Le Pen. Oui, mais c'est une question de priorité. Ça n'existe pas la gratuité, Madame Panot. C'est toujours payé par quelqu'un. Si, ça existe la gratuité. Bah oui, justement, c'est ce qu'on appelle justement la République sociale. Faire en sorte que, justement, par exemple, l'uniforme, ça coûte 200 € par enfant. Nous, on a calculé,
si on mettait cet argent-là de l'État sur les 200 € par enfant, on arriverait à peu près à faire l'ensemble, dans le pays, des fournitures scolaires gratuites. Eh bien, moi, je trouve que c'est une priorité bien plus élevée et bien plus forte que celle de défendre à tout prix l'uniforme, qui est d'ailleurs dans le programme de l'extrême droite depuis fort longtemps. C'est étonnant sur que vous opposiez à l'uniforme, d'ailleurs. Moi, je trouve que la proposition de Gabriel Attal va plutôt dans le bon sens, mais plutôt que c'est une expérimentation avant de voir si cela fonctionne. J'aurais aimé qu'ils mettent en place directement l'uniforme, mais pour une raison simple, c'est que pour moi, l'uniforme, contrairement à ce que vous dites, c'est plutôt un coût pour les parents, puisque ça évite qu'ils soient... ils courent en permanence derrière les vêtements de marque de leurs enfants. Et puis c'est une manière aussi ça devrait vous plaire pourtant, de dissimuler les différences sociales entre les enfants qui sont vecteurs d'isolement ou de stigmatisation ou de discrimination. Donc je trouve ça plutôt positif. Et puis ça permettrait aussi de mettre un frein aujourd'hui à l'offensive islamique dans nos écoles, qui s'exerce à travers le voile. Vous êtes toujours contre le port du voile dans les écoles, on est d'accord, Madame Panot, je me trompe pas, très bien. Et contre l'abaya, que pour le coup vous avez défendu et contre lesquels les professeurs sont totalement démunis. Donc ça réglerait, on va dire, de nombreux problèmes, à la fois économiques et sociaux, et en même temps culturels au sein de nos écoles, et éviterait d'exposer nos professeurs en premier lieu qui se retrouvent justement avec toutes ces problématiques. Maintenant, sur le reste des propositions de Gabriel Attal, moi je regrette qu'il n'aille pas au bout aussi de ses propositions avec la fin, par exemple, du collège unique, plutôt que des expérimentations, une fois de plus, simplement de classes de niveau. Mais c'est vrai que nous n'avons pas la même vision de l'école, Madame Panot. C'est vrai que moi j'ai une vision de l'école du mérite, dans laquelle, en effet, les élèves se lèvent quand le professeur entre dans la classe, et donc une école aussi de l'autorité et de la discipline, quand vous êtes enfermé dans une lecture égalitariste, dont tous les effets depuis les années 70 à travers le pédagogisme démontrent que c'est un nivellement constant vers le bas. D'ailleurs, vous devrez être content, parce que c'est plutôt les méthodes que vous défendez d'une école ouverte et sans autorité qui nous a conduit là où on est aujourd'hui dans les classements PISA. Donc une fois de plus, oui, nous n'avons pas... Vous avez un problème avec l'autorité ou la discipline à l'école, comme le dit Marie-Maréchal ? Alors, je vais vous expliquer ce qui détruit l'autorité des professeurs. Ce qui détruit l'autorité des professeurs dans ce pays, c'est qu'en 1980, un professeur, alors qu'il débutait, gagnait en moyenne 2,2 fois le SMIC. Aujourd'hui, un professeur, je suis d'accord avec vous sur les salaires, a 1,1 SMIC en moyenne. Et donc, en déclassant la place qu'avait le professeur dans la société, c'est aussi comme ça qu'on lui a fait perdre de l'autorité. La deuxième chose, c'est que vous étiez récemment, Madame Maréchal Le Pen, à un colloque au Sénat avec des parents vigilants, donc ceux qui ont créé un syndicat de parents d'élèves qui s'appelle les parents vigilants, qui ne cessent de menacer des professeurs. Ça a été le cas, par exemple, à Valenciennes, où ils ont menacé une professeure qui voulait faire une sortie avec ses élèves à Calais sur la question des migrations. Militante pro-immigration engagée qui faisait des sorties scolaires sur le temps scolaire avec ses élèves pour aller visiter des camps de migrants. Oui, en effet, ça a été remonté et dénoncé médiatiquement. Vous admettez que vous faites des menaces sur les professeurs? C'est bizarre ou pas, les gars, de faire une sortie scolaire pour aller voir des migrants? Vous trouvez ça bizarre ou pas, le chat, vous? Genre, y a pas de... C'est pas une dinguerie. Une sortie scolaire pour aller voir des migrants. Ah, il y en a, ils sont... Ah, quand même, il y a quand même pas mal de oui, hein. On avait fait ce réact de TPMP l'année dernière, ils avaient parlé de ça, même pas l'année dernière, c'était... je crois que c'était entre février et avril, je crois. Ça avait fait un bruit en France, hein. Ça avait fait un bruit, hein, des parents d'élèves qui étaient contre l'idée contre l'idée que des professeurs emmènent des élèves dans une sortie scolaire pour aller voir des migrants à Calais. Ils étaient contre cette idée. Il faut sensibiliser. Ouais, il faut sensibiliser. Puis, moi, je trouve ça intéressant de sensibiliser dans le sens où un élève peut écouter un migrant ou même des associations pour connaître l'histoire. Genre, pourquoi ils sont venus en France, pourquoi ils ont fui leur pays, pourquoi ils ont pris des risques comme ça pour traverser la Méditerranée pour espérer avoir une vie meilleure que dans leur pays d'origine. Pourquoi? Moi, je trouve ça cool quand même. Pour enrichir la culture de l'enfant, pour le sensibiliser sur le monde où tout est mondialisé, on va dire ça comme ça. Toutes les immigrations viennent de n'importe quel pays. Il y a des immigrations aux États-Unis. Il y en a très peu au Japon quand même. Il y en a partout, quoi. Moi, je trouve ça bien, genre. Attention, de ce n'est pas du tout ça. Donc, est-ce que monsieur qui a la science parfaite, tu peux m'expliquer ou pas? Je connais bien la prof qui a fait ça. La visite, ce n'est pas des lycéens, mais des prépas, et le cours, c'était sur l'humanisme. C'était pas des petites ce n'était pas, des petites sections. Bon, et alors? Du coup, et alors? Qu'est-ce que tu veux dire, en fait? Et alors? Et c'est quoi la conclusion de ton truc? Non, c'était des prépas. Ok, et alors? Et ensuite? Quoi? Et alors? Tu me corriges sur ma fake news, d'accord, mais dans le fond, est-ce que dans le fond,
Ma question reste la même. C'est nul ou c'est pas nul? C'est une syndicat de chez Zemmour qui la balance et depuis elle est poursuivie par des fachos. Bah c'est génial évidemment. Ok, donc t'as juste corrigé ma fake news. Ok. Ok, pas de problème. Bah s'il trouve ça cool, parfait. 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 Il te corrige, pourquoi tu cries? Je crie pas, j'ai juste la voix qui porte les mecs. J'ai la voix qui porte. J'ai... Mais pas du tout, ça leur... Oh là là! Mais pas du tout, ça leur rapporte rien d'aller voir des migrants. Mais qu'est-ce que t'en sais? On vient de te dire que c'est un cours sur l'humanisme ou je ne sais pas quoi dans la préparation. Et là tu me dis que ça sert à rien. Comment tu peux être sûr et certain que ça sert à rien? Comment tu peux dire ça? Genre ça sert à rien. Genre c'est inutile, 0 sur 20 d'aller voir des migrants. C'est un truc de fou quand même. C'est un truc de fou. Ça sert à rien, zéro. Par exemple, on lutte contre la propagande, propagande idéologique à l'école. Oui, vous luttez par exemple contre la loi. La propagande politique. Ces initiatives aboutissent parfois sur les réseaux sociaux à des menaces contre ces professeurs. Attendez, il n'y a aucune menace faite de la part de parents des gens. Ce sont des parents dont les élèves sont dans des classes et qui rapportent en effet le fait que certains professeurs utilisent le temps scolaire pour pouvoir faire de la propagande politique et idéologique sur le temps scolaire. Et ça, tout ce temps qui est consacré à ça, oui, il participe aujourd'hui d'une dérive et d'un détournement de la fonction initiale de l'école parce que l'école, elle n'est pas là. Effectivement, nous sommes formater les enfants. Je suis désolée de vous le dire, même si ça va plutôt dans le sens de notre idéologie. Nous sommes favorables à une école émancipatrice pour l'ensemble des enfants de ce pays. Et donc, qui se donne à la fois les moyens de pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse apprendre dans ce pays. Donc, tandis pas de politique à l'école. Vous avez, par exemple, avec vous, invité à ce colloque une professeure de français qui considère que l'école fabrique des masses de jeunes violents, veut le retour de la discipline en classe face à des élèves qui sont des petits délinquants attendus par la sortie, le retour de l'autorité à l'école. Et je vais vous dire contre quoi vous luttez aussi. Ça vous choque? Vous luttez sur la question de la loi de 2001, sur la question de l'éducation à la sexualité. Vous savez, depuis la loi de 2001, il y a l'obligation pour chaque élève par niveau d'avoir 3 cours par an d'éducation à la sexualité. À quoi servent ces cours d'éducation à la sexualité? Bien loin des fantasmes. Vous allez me dire pourquoi, mais moi je vais dire d'abord pourquoi. Rapidement, parce que mieux ce que je pense parler de votre proposition. Pourquoi est-ce important de respecter la loi, alors que seuls 15% des élèves ont justement des cours d'éducation à la sexualité, parce que c'est à ce moment-là qu'on leur apprend, par exemple, qu'un adulte n'a pas le droit de toucher un enfant, et c'est comme ça qu'on lutte notamment contre l'inceste dans ce pays, dont vous ne parlez jamais. Ensuite, c'est aussi le moment, justement, où on apprend ensuite au collège qu'est-ce que c'est le consentement, qu'est-ce que c'est un rapport sexuel consenti, comment est-ce qu'on se prémunit contre les maladies sexuellement transmissibles, pour que Marion Maréchal puisse vous répondre. Et c'est contre ça que vous luttez. Madame Panot. En effet, la vision que j'ai de l'école, c'est d'abord une école de l'instruction et non pas de l'éducation à la place des parents. Donc je considère que l'école doit se recentrer d'abord sur le fait d'apprendre à lire et à compter avant de faire de l'éducation à la place des parents. Ça, c'est une première chose. Moi, je ne suis pas du tout opposée, en revanche, à ce qu'il puisse y avoir une sensibilisation à ces questions de sexualité, notamment évidemment dans le cadre légal que vous venez d'aborder, dans le cadre du cours de biologie, par exemple. Ce qui me dérange, en revanche, c'est le fait que depuis des années maintenant, ces cours passent de l'éducation sexuelle stricto sensu et donc à ce qu'est la sexualité sur le plan biologique à une éducation au plaisir sexuel de plus en plus. C'est faux. Et je le vois d'ailleurs à travers la propagande d'ailleurs d'État qui a été faite à travers un site internet qui a eu de très nombreuses publicités sur les différents comment dire Après là où je rejoins très légèrement Mathilde Panot, Marion Maréchal, ben je crois que c'était vendredi les mecs, il y avait un viewer qui m'avait dit que dans les cours on apprend à sodomiser, genre on apprend à sodomiser, c'est waouh. On apprend ça à des mineurs, c'est une dinguerie quand même, non? C'est vrai ça, il y a un viewer qui m'avait dit ça pas plus tard que vendredi. Jamais, vous êtes sûr les mecs ou pas? Alors je ne sais pas c'est quoi son école, je ne sais pas c'est quoi son programme scolaire, mais j'espère que c'est faux, hein. Il y a un mec qui dit c'est... Ben pourquoi il y en a qui disent que c'est vrai dans le chat? C'est vrai. Comment ça? Vous êtes sûr ou pas? Déjà c'est haram. Les gars, c'est haram. C'est haram. Ne faites pas ça. C'est haram. Faites pas ça. Le FC Jésus, ne faites pas ça. Et moi, comme je suis en alliance avec le FC Islam, pareil. FC Islam, FC Jésus, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans les trucs bizarres comme ça. D'accord? D'accord? Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, ça va bien se passer. Jésus, Jésus.
arrêts de bus dans notre pays et qui, en effet, ne faisaient pas non plus de l'éducation sexuelle ou de l'éducation au consentement, contrairement à ce que vous dites, mais véritablement tout un panel sur les questions d'éducation sexuelle et différentes pratiques sexuelles. Et ça, en cela, je suis désolée, oui, ça me gêne et ça me choque. Et parents vigilants, vous connaissez pas du tout de ce dont vous êtes en train de parler. Tout à fait. Et parents vigilants, ces cours s'appellent éducation à la vie affective et sexuelle. Parents vigilants. Non, mais d'accord, mais un titre, ça oui, ça fait pas un contenu, mais en fait, ce n'est pas du tout ce que vous êtes en train de dire. Et vous êtes en train de créer une menace sur les professeurs. Tout en même temps. Allez-y, Marion Maréchal. Et ensuite, je voudrais qu'on aborde un dernier sujet. Qui est très grave. Et les parents vigilants dont vous parlez ont justement rapporté le cas d'une infirmière qui est venue en cours dans le cadre de ces cours d'éducation sexuelle et qui a tenu des propos en effet sur des pratiques sexuelles qui ont profondément choqué les enfants qui ont été en classe. On nous raconte toujours le même exemple. Un exemple sur 800 000 élèves sur une classe d'âge, arrêtez. Attends, comment ça, wesh? L'infirmière, elle est venue, elle a appris aux élèves à faire des 6-9 là? Je comprends pas là. Attends, je suis choqué là, c'est quoi ce délire? Bon, après, les gars, c'est 1 cas sur 1 million, donc ça va quand même. Mais on est où là? Attends, c'est qui cette infirmière là? C'est qui cette infirmière? Mesdames, s'il vous plaît. Choquée, bah, je suis désolée. Mesdames, s'il vous plaît, il nous reste quelques minutes avant de passer à vos cartes blanches. Je voudrais juste qu'on pose la question de la laïcité. Vous avez parlé il y a un instant des abayas. Mathilde Panot, pour vous, y a-t-il ou non il me faut la news de ça, les mecs. Des offensives pour mettre en cause le principe de laïcité à l'école? Alors, il y a des attaques à la laïcité dans notre pays, par exemple. Un cours d'éducation sexuelle fait polémique. Ah, mais ça date... Ah merde, putain, j'ai failli skip. Parenthèse. Attendez. Ah, mais il n'y a pas d'illustration, il y a juste la psychologue qui parle. Protéger les mineurs en situation de crise ou de danger. Il ne faut pas qu'il y ait de contenu à dimension 9 ans. Pascal. Non, mais c'est important. C'est important. Notre candidat à faire elle convient malheureusement. La vidéo elle est trop longue, les gars. Vous aussi, là, la vidéo elle est trop longue. Moi, je voulais connaître qu'est-ce qu'elle a fait comme cours. C'était quoi l'intitulé du cours? Putain. Quand il y a une cérémonie religieuse en plein Élysée, quand il se trouve que... C'est exactement de ça dont je parlais, Mathilde Panot. Par exemple, cet exemple de ce qui s'est passé au collège, de ce qui s'est passé au collège d'Issou dans les Yvelines, où des élèves ont refusé de regarder un tableau du XVIIe siècle qui montrait des femmes nues avec des parents qui se sont plaints, une professeure qui a été diffamée. C'est plutôt de ce type d'offensive-là dont je parle, Mathilde Panot. Alors, première chose, déjà, moi, je veux soutenir les enseignants dans la liberté pédagogique qu'ils ont, et je trouve ça très important. Et je voudrais d'ailleurs redire qu'un des problèmes de notre pays, c'est le... Attendez, les gars, c'est où Issou? Attends. Issou, France. C'est où Issou? À un moment donné, il faut que je sache le situer en France. C'est à côté de Porcheville et de Gargenville. Mais attends, mais c'est à côté de chez moi, en fait. Ah, mais c'est à côté de chez Kumo. C'est à côté de chez Kumo. C'est dans le 78, en fait, Issou. Il y a une ville qui s'appelle Issou, ça me tabasse, sérieux. Nombre de professeurs qui ne sont pas soutenus par leur hiérarchie lorsqu'ils rapportent des problèmes sur cette question. Ensuite, la deuxième chose qui me semble extrêmement importante et qui me semble très grave dans ce qui est en train de se passer, notamment ce qui s'est passé avec l'abaya, c'est que quand vous demandez maintenant à la jeune génération ce qu'est la laïcité, ils vous citent une liste d'interdits. Or, la laïcité, c'est d'abord et avant tout une liberté de conscience. Et une liberté de conscience, ça veut dire la liberté de croire ou de ne pas le croire. Je rappelle que nous sommes dans un pays, contrairement aux élucubrations xénophobes, dans lequel 60% des Français n'ont pas de religion. Eh bien, la laïcité est une liberté... 60%? Attends, quoi? Le FCAT est majoritaire? Tu mens. Le FCAT est majoritaire sur le FC Jésus. C'est vrai, ça? À vérifier quand même, hein? Bah oui. Attends, quoi? Je vais commencer à recruter, hein. Les athées, je vais commencer à vous mettre sur le chemin de Jésus-Christ, hein. Je vais commencer à vous mettre dans le chemin de Jésus, hein. Jésus est votre guide. Mais non, c'est une blague. Le FCAT est majoritaire dans ce pays. Putain, je suis choqué. Wesh. Liberté. Et moi, j'aimerais qu'on le remette tel que c'est et qu'elle ne soit pas instrumentalisée parce que la laïcité, vous êtes pour quand ça concerne les musulmans, vous êtes contre quand ça concerne les catholiques. En fait, vous voyez, c'est tout à fait révélateur parce qu'en fait, Madame Panot est incapable de vous dire aujourd'hui et d'accepter qu'aujourd'hui, s'il y a une offensive contre la laïcité à l'école, je suis désolée de vous dire, elle vient pas des bouddhistes ou même des catholiques, elle vient d'abord et avant tout d'une partie des élèves musulmans dans le pays. Et que les services de renseignement eux-mêmes, d'ailleurs, expliquent que ce ne sont pas simplement des actes isolés venant d'une petite révolution d'adolescents, mais véritablement des offensives qui sont organisées
et le plus souvent d'ailleurs fomentée et accompagnée par des réseaux islamistes dans le pays qui mettent à l'épreuve aujourd'hui la solidité justement de nos valeurs laïques au sein de l'école. Et moi, je vous trouve ambigu sur ce sujet, je vous le dis. C'est-à-dire que sur la question de l'abaya, bon, vous avez complètement lâché. Sur la question du voile, vous en parlez toujours à demi-mot et de manière extrêmement gênée. Moi, je suis d'accord avec vous. Pour moi, la laïcité, c'est une liberté. Encore faut-il accepter de l'appliquer de manière totalement intransigeante, et ce n'est pas le sentiment que j'ai. Ah bah c'est pas non plus ce que vous faites, vous. En ce qui vous concerne, moi, je suis totalement pour l'adaptation de la laïcité à l'école. Je suis même pour son extension à l'université. Je considère qu'aujourd'hui, il ne doit pas y avoir de signes religieux au sein de ces établissements publics. Ce sera probablement d'ailleurs une manière, je le dis, de pouvoir peut-être libérer d'une pression une partie de ces jeunes femmes qui aujourd'hui se sentent obligées de porter le voile dans notre pays, parce que si elles ne le portent pas dans certains territoires ou à certaines occasions, elles sont traitées comme des filles de mauvaise vie, parce que c'est ça aujourd'hui qui se passe dans une partie du territoire français, Madame Panot. Et donc c'est aussi protéger ces femmes-là et leur émancipation, comme vous dites, que de garantir qu'elles puissent se voir respecter la laïcité. Bien, moi, je vais vous dire, la laïcité, pour nous, c'est la loi de 1905, rien que la loi de 1905, et que la loi 1905, et pas l'instrumentalisation dont vous en faites contre une partie de nos concitoyens d'une certaine religion. L'offensive islamique, elle n'existe pas, Madame Panot, c'est pas moi qui la mets en place, c'est pas moi qui l'instrumentalise, elle existe, tous les chiffres le démontrent. Oui, vous jouez avec les peurs, enfin non. Je joue avec les peurs, il n'y a pas de chiffres qui démontrent aujourd'hui. Vous pensez vraiment que l'ensemble des musulmans de ce pays sont un problème pour ce pays? Il y a une augmentation des atteintes à la laïcité qui ont explosé par rapport à l'année dernière. Ça passe par ce que je disais tout à l'heure, ça passe par soutenir les professeurs, notamment par la hiérarchie, c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est comme ça qu'on fait en sorte qu'on apprend à tout le monde que nous avons besoin d'unité du peuple français qui passe par la laïcité, parce que c'est la seule manière de vivre ensemble. Et le lycée Averroès que vous avez soutenu, proche des frères musulmans, pour moi c'est votre vision de l'éducation. Nous l'avons pas soutenu, nous avons dit qu'il y avait un deux poids deux mesures qui était assez évident. Vous l'avez pas soutenu, vous on n'entend rien. Un lycée d'excellence, un lycée modèle. Écoutez, c'est ce que a dit, non pas nous, mais le directeur de Sciences Po Lyd, non pas nous, mais l'ancien directeur. C'est ce qu'il raconte lui, pourquoi il attrape ma veste? Mais MDR, Dofla, tu te réveilles, on a dégagé les religieux de la politique, frérot, on est un pays laïque, frérot, tu as été à l'école, c'était sûr. Oh, les fautes d'orthographe, et il me demande si j'étais à l'école. Oh là là. Putain. Waouh, c'est chaud. Les gars, il y a beaucoup de CSC de votre part, hein. Il y a beaucoup de CSC de votre part, hein. C'est le FC CSC ce soir, vraiment. Hein. Je sais pas écrire, frérot, c'est pas bien. C'est, je m'en bats les couilles. Voilà, je le dis, je m'en bats les couilles. T'as voulu attraper ma veste, tu l'as fait de la mauvaise des manières, je m'en bats les couilles, j'ai aucune pitié. C'est bon, je m'en bats les couilles, j'ai aucune pitié contre les analphabètes, c'est bon pas? Les analphabètes qui veulent attraper ma veste, lâchez ma bite. Voilà, c'est bon? C'est pas possible ça. Lâchez-moi. Ancien président du département qui est LR. Donc nous sommes pour l'école publique, gratuite, laïque. Nous disons juste qu'il y a un deux poids deux mesures qui va dans le sens de ce que je disais sur l'instrumentalisation des peurs. Mesdames, s'il vous plaît, c'est la fin de ce débat. Il reste deux cartes blanches, une chacune, une thématique que vous souhaitiez aborder. Il reste 6 minutes. Vous avez commencé le débat, Marion Maréchal. Ouais, les mecs, c'est passé vite en vrai. Hein. Vous voyez pourquoi, les gars, c'est mieux de regarder ça avec moi plutôt de regarder ça dans votre télé tout seul. Au fond de ton canapé. Vous passez un bon moment avec moi. Voilà, c'est passé vite, les gars, c'est passé crème. En plus, j'ai skip le débat sur le pouvoir d'achat qui était même pas long en plus. La partie pouvoir d'achat, elle était même pas longue, alors que la partie sécurité, elle a duré. Mec, elle a duré 40 minutes quand même, hein. 40 minutes. Mathilde Panot, qui va aborder sa carte blanche. En premier, quelle est la thématique que vous avez choisie? Alors moi, je voulais parler d'avortement, parce que toutes les 9 minutes dans le monde, une femme meurt du fait d'un avortement non sécurisé. En France, c'est une femme sur 3 qui a déjà eu recours à l'interruption volontaire de grossesse. Que cela vous plaise ou non, l'avortement fait partie de la vie des femmes de ce pays. Alors, à chaque fois que vos alliés d'extrême droite arrivent au pouvoir, c'est ce qui s'est passé par exemple en Hongrie, où vous avez vanté la politique nataliste de M. Orban, ils s'en prennent aux droits des femmes. En Hongrie, ils forcent donc les femmes, lorsqu'elles souhaitent mettre fin à une grossesse, à écouter le cœur du fœtus avant de pouvoir mettre fin à cette grossesse, ou en Pologne, où ils ont quasiment interdit l'avortement, au point que 6 femmes sont mortes. Je vais vous en parler d'une qui s'appelle Isabella, elle avait 30 ans, elle avait une fille de 9 ans, elle souhaitait un deuxième enfant, et au milieu de sa grossesse, il y a eu un problème avec le fœtus, elle s'est retrouvée à l'hôpital, et les médecins l'ont empêchée
d'avorter en disant qu'il fallait attendre que le cœur du fœtus arrête de battre. Isabella est morte d'une septicémie en envoyant un dernier SMS qui disait « Les femmes sont devenues des couveuses ». Je vous le dis, la liberté d'avorter, c'est le droit d'avorter, c'est la liberté d'enfanter. Ce que vous allez faire va provoquer des morts parce qu'une femme, qu'est-ce que je vais faire ? si elle a décidé d'avorter, lorsque vous voulez par exemple dérembourser l'IVG, non mais j'ai jamais dit ça. Marion Maréchal vous répond. Dérembourser l'IVG, j'ai pas proposé de dérambourser l'IVG. Marion Maréchal, vous répondez à Mathilde Panot. Alors, je vais vous répondre. Alors, non, parce que c'est confus, mais vous me parlez en fait de la constitutionnalisation de l'IVG, parce que de quoi vous me parlez ? Non, je vous parle du droit à l'avortement dans ce pays, y compris. Je n'ai jamais proposé de remettre en cause l'existence et la légalité de l'IVG dans le pays, donc je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est faux, vous avez proposé de le dérembourser. Je n'ai jamais proposé de remettre en cause cela. Non, pour être très précis, il y a une dizaine d'années, quand vous étiez au Front National, il y avait une divergence entre Marine Le Pen et vous sur la question de savoir s'il fallait ou non dérembourser notamment les aides qu'il pouvait y avoir au planning familial, pour être extrêmement précis. Fact-checking les mecs. C'est tout à fait la même chose. Fact-checking. En l'occurrence, donc là, Marion Maréchal, elle est en train de mentir en 1080p. Ok, merci pour le fact-checking, mon gars. Planning familial finançait, en ce qui concerne ce planning familial-là, des avortements illégaux à l'étranger. Donc sur la question de la constitutionnalisation de l'IVG, c'est très simple. C'est-à-dire que le débat, attention, il n'est pas de savoir si en effet l'IVG doit rester légal ou non dans notre pays. Il s'agit de savoir si on va intégrer la question de l'avortement et constitutionnaliser ce droit à l'avortement, donc et le mettre et le figer, le fixer au sein de la Constitution. Et c'est là où je trouve que c'est une absurdité juridique, parce qu'une fois de plus, le prétexte utilisé, c'est de dire du fait qu'il y aurait une menace sur la question de l'avortement de l'autre côté de l'Atlantique, notamment aux États-Unis, il faudrait fixer ce droit dans notre Constitution. Je vois là une dérive, puisque la Constitution, une fois de plus, soyons fidèles à la hiérarchie des normes, c'est notre contrat social, c'est ce qui régit nos institutions. Elle n'est pas là pour être le réceptacle de tous les droits individuels. Et donc, au prétexte qu'il y aurait une menace aux États-Unis, si demain, c'est-à-dire que la PMA est menacée au Burkina Faso, ou je ne sais pas, le changement de sexe en Biélorussie, on va inscrire ça dans la Constitution. Je trouve que c'est une absurdité. Maintenant, ce qui est vrai aussi, Madame Panot, je ne sais pas si vous essayez de me mettre mal à l'aise avec ça, c'est que je considère, même si bien sûr je ne veux pas remettre en cause ce droit, que l'avortement n'est pas un acte anodin, au même titre, voilà, que je ne sais pas, qu'une appendicite qu'on enlèverait ou une carie à soigner. Et quand je vois qu'il y a aujourd'hui 234 000 avortements dans notre pays, je vis plus ça comme un échec que comme une satisfaction, parce que je pense que c'est toujours des drames personnels et des moments désagréables. Vous savez, moi-même... C'est beaucoup quand même, non ? T'as 230 000 avortements par an, putain, c'est beaucoup, hein. Je suis, comme on dit, et je me permets de vous en parler parce que ça a été sorti par des journalistes malgré moi, je suis une grossesse non désirée, comme on dit, et c'est vrai que je suis heureuse que ma mère n'ait pas considéré que l'avortement soit un acte anodin, parce que sinon je ne serais pas devant vous aujourd'hui, et moi je préférais qu'on se pose la question de savoir comment on fait pour accompagner ces femmes qui souhaiteraient aussi garder leur enfant, parce qu'il y en a, je pense qu'ils le font aussi pour des raisons économiques, et donc on pourrait aussi parler à ces femmes-là, et ne pas les culpabiliser. Mathilde Panot, vous répondez rapidement s'il vous plaît, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, et ensuite la carte blanche de Marion Maréchal. Contre vous, nous réussirons à gagner la constitutionnalisation de l'IVG, y compris parce que vous dites que c'est la norme suprême sur notre communauté nationale. Je vous dis juste qu'il n'existe pas de peuple sans la question justement de liberté ou non d'enfanter. Donc ça rentre tout à fait dans ces nouveaux droits, tout comme d'ailleurs nous voulons rentrer des nouveaux droits sur lesquels vous êtes opposés, notamment du droit de mourir dans la dignité. Et donc maintenant la carte blanche de Marion Maréchal, quel sujet avez-vous choisi pour cette carte blanche ? Alors j'ai choisi un sujet qui ne m'amène pas nécessairement d'ailleurs à vouloir Non, me dis pas que son sujet carte blanche c'est l'immigration, stop les poser à Madame Panot, mais j'ai voulu parler de ce sujet parce que je souhaiterais pouvoir faire entendre la voix de nos agriculteurs qui depuis maintenant près de 3 semaines manifestent dans l'indifférence générale, nos agriculteurs qui sont asphyxiés aujourd'hui, qui sont en train de mourir. Hein, je le rappelle, en 10 ans, c'est moins 100 000 exploitations, 100 000 qui partiront à la retraite dans les 10 ans à venir. En parallèle de ça, une explosion des importations sur le territoire français, une baisse de la production. Et nos agriculteurs, dont je rappelle qu'un se suicide chaque jour, hein, quand même, sont aujourd'hui victimes de plusieurs choses. Les marges abusives de la grande distribution, la concurrence déloyale, mais aussi la surfiscalité et la surréglementation. Et j'en veux beaucoup, d'ailleurs, hein, à Madame Ursula von der Leyen, aujourd'hui à la tête de la Commission, qui a mis en place des réglementations, notamment le pacte vert soutenu par la France insoumise, ou des réglementations qui aujourd'hui vont aboutir à une baisse de 10% de la production européenne, à une baisse de 10% des terres agricoles, au moment où justement il faudrait augmenter la production mondiale, parce que d'ici 2050, et j'en finirai par là, il faudra doubler la production mondiale. Donc je trouve que c'est criminel, parce qu'on est en train, comme on a tué notre industrie nucléaire, comme on a tué notre industrie, de tuer notre agriculture et de nous rendre dépendants des marchés étrangers, au prix évidemment du bien-être de nos agriculteurs.
Marion Maréchal, on va revoir les compteurs. Il reste... Vous avez 2 minutes d'avance, donc elle a réponse trop parlé, de non Mathilde Panot. Et nous allons devoir conclure ce débat. Sur la question que vous portez, le modèle que vous défendez, notamment vous parlez de la question des normes, on pourrait parler de la question des pesticides, puisque vous êtes très favorable à continuer. Wesh, ils ont fait tourner le chrono il a bugué là. Continuer avec glyphosate et autres pesticides. Et justement le modèle qui a détruit les paysans. Vous le disiez, un paysan se suicide tous les jours dans notre pays, peut-être même un peu plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système mortifère dont les paysans sont les premières victimes des pesticides notamment qui sont utilisés, en plus d'empoisonner l'ensemble de la population. Nous disons qu'il faut une loi d'urgence sur la question alimentaire. Alors que la faim est en train de disloquer le pays, nous voulons à la fois encadrer les marges des distributeurs de l'agroalimentaire, ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale, mais aussi faire des prix planchers pour les agriculteurs pour faire en sorte qu'ils aient des revenus dignes. Nous voulons annuler les dettes des paysans qui vont transformer leur agriculture vers une agriculture paysanne et écologique. Nous voulons mettre fin aux traités de libre-échange qui mettent en concurrence les agriculteurs, de même que nous pouvons appliquer des clauses de sauvegarde. C'est ce qui a été fait notamment sur le diméthoate, qu'on pourrait refaire, c'était sur les cerises, qu'on pourrait refaire sur beaucoup d'autres produits qui protégeraient les agriculteurs, mais aussi celles et ceux qui mangent ce qui se fait en France et permettrait justement qu'on soit dans une forme de souveraineté alimentaire, alors qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont complètement dépendants, notamment de un volailler, de ce qu'il donne à manger à ses volailles et du prix auquel il achète ce qu'il donne à manger à ses volailles. On sera au moins d'accord sur la souveraineté alimentaire, mais pas sur les raisons. Merci beaucoup, mesdames. Je suis désolé, on va devoir abréger ce débat qui était très intéressant. Vos temps de parole sont à peu près au même niveau. Je vous remercie. Moi, je peux avoir une conclusion parce que c'est pas tout. À peu près au même niveau, ça va pas la tête, il y a 1 minute qui les sépare quand même. Oh. Tout à fait au même niveau, donc oui, 30 secondes. Mais alors, 30 secondes très rapidement et ensuite, vraiment très rapidement parce qu'après on doit y aller. Moi, je voulais juste, Madame Maréchal Le Pen, vous raconter que vous êtes un pur produit du lupénisme, vous êtes raciste, vous défendez la bourgeoisie, vous voulez la guerre civile dans ce pays. Je crois que la France a besoin de toute autre chose. Vous avez appris vos insultes par cœur. A besoin de répondre aux grands défis de notre siècle, notamment en étant unis. Et je veux redire aux gens qui nous écoutent, ayons le goût du futur. Le futur n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Marion Maréchal. Écoutez, après ce débat, moi je me confirme que donc je suis la candidate des policiers et des gendarmes quand vous êtes la représentante des émeutiers et des racailles. Moi je suis la candidate des amoureux de la France, en effet, quand vous êtes la représentante de ceux qui la détestent et notamment des islamistes. Je suis, oui c'est vrai, la candidate des racines chrétiennes et de l'identité française quand vous êtes la représentante du déboulonnage des statues et de la repentance. Et je finirai par ça. Oui, moi je suis la candidate qui veut lutter contre l'immigration pour la paix civile quand vous êtes au contraire la guerre civile. Merci beaucoup Mathilde Panot, Marion Maréchal d'avoir accepté de débattre sur ce plateau. Eh ben, qui a gagné, mesdames et messieurs? Qui a gagné ce débat?